La flexibilité est une arme, mais elle demande un tireur discipliné. C'est avec cette citation, tirée de nos documents du jour, qu'on va se lancer dans notre exploration. C'est une image puissante, je trouve. Elle résume parfaitement l'attention au cœur de notre sujet, en fait. Ah oui, Une opportunité immense, mais qui s'accompagne d'une responsabilité tout aussi grande. exactement. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de l'investissement, le compte-titres ordinaire, le fameux CTO. Et les sources qu'on a sous les yeux le présentent vraiment comme l'outil de la liberté absolue pour l'investisseur. C'est ça. Notre mission, ça va être de décortiquer cette promesse. On va voir ensemble ce que cette liberté signifie vraiment, quel est son coût, et comment naviguer dans cet univers en s'appuyant uniquement sur les infos qu'on a. Et le cœur du sujet, c'est un arbitrage fondamental. D'un côté, on a la promesse d'accéder à la quasi-totalité des marchés financiers mondiaux sans aucune contrainte. D'accord? Et de l'autre, ce que les documents appellent une fiscalité moins avantageuse. Toute la discussion va tourner autour de cet équilibre. Absolument. Et juste avant de plonger, une petite note de service rapide qui figure dans nos documents et qui est essentielle. Oui, Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça relève du partage d'informations, de l'analyse. C'est purement éducatif. Ça ne remplace en aucun cas des recherches personnelles ou un conseil financier adapté à une situation particulière. Voilà. c'est le b.a.-ba de l'investisseur autonome. Le cadre est posé. On peut y aller. Alors, commençons par le début, par cette promesse de liberté totale. Quand on lit ça, on se demande jusqu'où ça va. Est-ce que ça veut dire que je peux littéralement tout acheter? C'est à peu près ça. Les documents sont très clairs. Action du monde entier. Le monde entier. Oui, des États-Unis au Japon, en passant par les marchés émergents. Obligations d'État, d'entreprises, ETF de toutes sortes, matières premières, et même, via certains produits, des crypto-monnaies. Ah oui, quand même. Contrairement à d'autres enveloppes comme le PEA, qui est un jardin, disons, bien délimité aux actions européennes, le CTO, c'est la jungle. C'est un terrain de jeu mondial sans aucun plafond de versement. D'accord, donc ce n'est pas juste un petit peu plus de choix, c'est un changement d'échelle complet. Mais concrètement, à qui ça s'adresse? J'imagine quelqu'un qui a déjà rempli son PEA et qui cherche où investir. Oui, ça c'est le cas d'usage le plus évident, celui du complément. Le PEA est plein, on veut continuer à investir, hop, le CTO devient la suite logique. Mais les documents suggèrent aussi une autre approche qui est plus stratégique, utiliser le CTO en parallèle du PEA. Ah, ça c'est intéressant. Ce ne serait donc pas un plan B, Non, mais une partie intégrante de la stratégie de départ. exactement. Imaginez que votre stratégie repose sur une forte exposition à la tech américaine, le PEA ne vous le permet pas directement. Le CTO, si. D'accord. Vous voulez investir dans des ETF qui répliquent le cours de l'or ou du pétrole pour vous diversifier, c'est impossible en PEA, mais c'est totalement possible via un CTO. Il ouvre des portes sur des classes d'actifs, des géographies que le PEA, il laisse fermer. Je comprends mieux. On passe d'une vision de complément à une vision d'outils complémentaires. C'est l'instrument de celui qui veut appliquer une stratégie mondiale, sans compromis. Voilà, les sources le disent bien, c'est pour les investisseurs autonomes et curieux. Mais cette liberté, elle a l'air presque trop belle pour être vraie. J'imagine que le loup se cache quelque part et qu'il a un rapport avec les impôts. On y arrive, c'est le revers de la médaille et il est de taille. Pour cette liberté totale, la contrepartie, c'est l'absence de tout avantage fiscal. On entre dans le monde de ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. La fameuse flat tax. Le glossaire qui nous a été fourni l'a défini comme un impôt fixe de 30%. Ça paraît simple comme ça, mais qu'est-ce que ça cache? Le 30%, c'est une enveloppe. Elle contient deux choses. 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Mais le plus important, ce n'est pas tant le taux que son mode d'application. Et là, ça change complètement la psychologie de l'investisseur. Comment ça, la psychologie? Avec un PEA de plus de 5 ans, on vit dans une sorte de cocon fiscal. On peut acheter, vendre, prendre des bénéfices à l'intérieur de l'enveloppe sans déclencher le moindre impôt, tant que l'argent n'est pas retiré. C'est confortable, oui. C'est ça. On peut laisser courir ses gains sans arrière-pensée. Avec le CTO, chaque vente en plus-value est un fait générateur d'impôts, immédiatement, pour l'année en cours. Attends. Donc chaque fois que je vends une action qui a pris de la valeur, Oui, même si je réinvestis l'argent tout de c'est suite, ça. je dois 30% de mon gain à l'État à la fin de l'année. C'est exactement ça. Chaque arbitrage est une décision active qui vous confronte directement à l'impôt.
On devient presque un trader fiscal, pas seulement un investisseur. C'est une bonne image, ça? La question n'est plus seulement est-ce le bon moment de vendre d'un point de vue du marché, mais aussi est-ce que le gain justifie la friction fiscale immédiate de 30%. Waouh! Ça change tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune incitation à garder ces titres sur le long terme. L'État ne récompense pas la patience avec un CTO, contrairement au PEA, qui devient plus avantageux après 5 ans. Aucune. Que vous gardiez votre titre un jour ou 20 ans, la plus-value sera taxée à 30% à la sortie. C'est ce que la source veut dire par « nécessite une bonne gestion pour optimiser les arbitrages ». Il faut être discipliné, comme notre tireur du début. Il faut savoir quand tirer, c'est-à-dire quand vendre, en ayant pleinement conscience du coût fiscal. La liberté a un prix, donc. Et ce prix, c'est une gymnastique intellectuelle et une discipline fiscale permanente. D'accord, donc le compromis est clair. Liberté immense en échange d'une gestion fiscale plus active. Si on est prêt à accepter ce deal, la question qui vient juste après, c'est par où commencer concrètement? J'imagine que le choix du courtier est la première porte d'entrée. Absolument. Et là, quand on voit la liste dans nos documents, Bourse Direct, Desgiro, Interactive Brokers, Trade Republic, c'est vrai qu'il y a de quoi être un peu intimidé. C'est le prochain champ de mine. Mais heureusement, les documents ne se contentent pas de nous jeter une liste. Ils proposent une grille de lecture très pratique, un filtre en 4 grands critères pour y voir plus clair. Le premier critère qui est mentionné, c'est la facilité d'utilisation. Ça paraît basique, mais j'imagine que c'est fondamental. C'est plus que fondamental, c'est une question de sécurité. Les notes opposent des plateformes très simples, très épurées, comme Trade Republic, qui sont pensées pour le mobile. Oui, qui vont droit au but. Voilà. Et de l'autre côté, des usines à gaz, comme Interactive Brokers, qui sont des plateformes de niveau professionnel. Quand on parle de plateformes complexes, c'est juste qu'il y a plus de boutons et de graphiques, ou est-ce qu'on peut vraiment faire des erreurs coûteuses si on débute? On peut absolument faire des erreurs très coûteuses. Sur une plateforme avancée, vous pouvez passer des types d'ordres complexes sans même comprendre ce que vous faites. Utiliser de l'effet de levier par erreur. Ah oui, d'accord. C'est comme donner les clés d'une Formule 1 à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Le meilleur courtier n'est pas le plus complet, c'est celui qui est adapté à son niveau et à son besoin. D'accord, le message est clair. Il faut choisir un outil qu'on maîtrise. Le deuxième critère, c'est le choix d'ETF. Là, je suis un peu plus surpris. Je pensais que tous les courtiers proposaient plus ou moins les mêmes grands ETF, comme un ETF Monde par exemple. C'est un piège classique, ça. Les documents sont très pertinents en insistant sur la granularité de ce critère. Il ne s'agit pas de vérifier si le courtier propose des ETF, mais s'il propose précisément celui qu'on vise. L'exemple cité est parlant, les ETF MSCI World, capitalisant éligibles en France. Pourquoi tant de précision? Un ETF MSCI World, c'est un ETF MSCI World, non? Pas du tout, le diable est dans les détails. Est-ce un ETF capitalisant, qui réinvestit les dividendes, ou distribuant? Ce n'est pas la même chose. Non. Le premier est souvent plus efficace fiscalement et plus simple. Quelle est sa devise, son domicile fiscal? Certains ETF, mais s'ils sont disponibles à la vente, peuvent avoir une fiscalité sur les dividendes très désavantageuse s'ils sont domiciliés aux États-Unis, par exemple. S'assurer que le courtier propose bien la bonne version, c'est une étape non négociable. C'est beaucoup plus technique que je l'imaginais. Venons-en au troisième critère, qui semble très terre-à-terre, la fiscalité. Et un acronyme en particulier, l'IFU. Je suis un peu étonné de voir un simple document administratif si haut dans la liste des priorités. On pourrait le penser, mais ce serait sous-estimer la charge mentale que peut représenter la déclaration fiscale d'un CTO. L'IFU, l'imprimé fiscal unique, c'est un document que le courtier vous pré-remplit avec toutes les cases de votre déclaration. Les plus-values, les moins-values, les dividendes, tout y est. Comme le disent les notes, ça facilite énormément la démarche. Et si le courtier ne le fournit pas, on parle de combien de temps de travail en plus? Quelques heures ou... Ça peut très vite devenir un cauchemar. Imaginez que vous ayez une vingtaine de lignes dans votre portefeuille, principalement américaines. Pour chaque dividende reçu, il faut retrouver la date, le montant brut, l'impôt à la source, convertir en euros au bon taux de change. Ouais, puis reporter tout ça dans les bonnes cases. Exactement. Multiplier ça par 4 versements par an pour chaque ligne, c'est un travail fastidieux et une source d'erreur. Je vois. Et ce qui est intéressant, c'est que les documents soulignent un arbitrage. Certains des courtiers les moins chers, comme Desgiro ou XTB, ne fournissent pas cet IFU complet. C'est le choix à faire en conscience. Est-ce que je suis prêt à consacrer du temps à ma déclaration chaque année pour économiser quelques dizaines ou centaines d'euros de frais?
Il n'y a pas de bonne réponse. Pour un investisseur avec 3 lignes, c'est gérable. Pour quelqu'un qui fait des dizaines d'opérations, l'IFU devient presque une nécessité. Ce qui nous amène logiquement au dernier critère, l'incontournable, les frais. Et je dois dire que j'aime bien l'honnêteté de la source qui admet que les comparer, ce n'est jamais une activité agréable ou fun. C'est l'équivalent de comparer les forfaits téléphoniques. Personne n'a envie de le faire, mais les quelques heures qu'on y passe au début peuvent représenter des milliers d'euros d'économies sur le long terme. Et ce qui est bien souligné, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire le simple coût d'une transaction, le fameux 0,99 € par ordre qu'on voit partout. Exactement. Ça, c'est l'appât. Derrière, il y a tout un monde de frais potentiels. Les frais de change, si vous achetez une action en dollars, peuvent représenter 0,5% ou 1% du montant à chaque opération. Les frais de tenue de compte, et même, un point que je trouve très pertinent dans les notes, les frais d'inactivité. Attendez, frais d'inactivité, ça c'est un peu contre-intuitif, non? On nous encourage partout à investir sur le long terme, à ne pas trop toucher à nos positions, et certains courtiers nous pénaliseraient pour ça. C'est un gotcha classique. Un courtier peut vous facturer 5 ou 10 euros par mois si vous n'effectuez pas au moins une transaction. Pour un investisseur passif qui veut juste acheter un ETF et le garder 20 ans, ça peut représenter une ponction significative sur la performance. C'est le genre de détail qui doit être bien caché dans les conditions générales, ça. Il faut une analyse holistique des frais. Heureusement, comme le mentionne la source, il existe des comparatifs en ligne très détaillés qui font une partie du travail. Bon, si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, les documents qu'on a analysés nous dessinent le portrait d'un outil à deux visages. D'un côté, le CTO, c'est le champ tous les possibles, la liberté totale. De l'autre, c'est une machine qui exige une discipline de fer, une conscience fiscale à chaque instant et un vrai travail de recherche en amont. C'est une excellente synthèse. L'idée centrale qui ressort, c'est vraiment cet équilibre, résumé par une phrase dans nos notes, le CITO, la liberté totale, mais sans avantage fiscal. C'est un bon slogan. C'est ça. C'est un outil incroyablement puissant, mais il n'est pas plug and play. Il est taillé pour l'investisseur qui est prêt à s'investir personnellement, à faire ses devoirs. Et ça me ferait penser à une autre citation qui figure dans nos documents, cette fois de Charlie Munger, le célèbre associé de Warren Buffett. Ah oui? Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. Cette phrase est la conclusion parfaite. Le CTO, c'est l'outil qui vous donne accès à toutes les briques de Lego du monde financier, à toutes les idées d'investissement possibles. Mais l'outil ne fait pas l'architecte. La performance finale, la solidité de la construction, tout dépendra de la manière dont l'investisseur va utiliser son propre cerveau pour assembler ses briques. Ça laisse une question en suspens pour la réflexion. Une fois qu'on a cet outil de liberté ultime entre les mains, quel assemblage construire? C'est la question à 1 million d'euros. Et la réponse est différente pour chacun, évidemment. Une excellente question pour conclure. Si cette analyse vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.